Salut les carencés. Aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose hyper souvent quand je dis que j'ai arrêté de manger de la viande, à savoir, est-ce que je mange du poisson? Et quand je réponds que non, on me demande pourquoi est-ce que j'ai arrêté de manger du poisson et pourquoi est-ce que je mange pas non plus des coquillages, des crustacés, des fruits de mer, des mollusques. J'ai envie de faire le point aujourd'hui sur cette question parce qu'on m'a encore posé cette question la semaine dernière et ça me fait voir à quel point les animaux marins sont mal considérés. Donc c'est très important pour moi de faire le point et je vais essayer d'aller à l'essentiel. J'ai pris quelques notes pour essayer de ne rien oublier, mais j'ai énormément de choses à vous dire. Je vais essayer de faire une vidéo qui ne dure pas 1h30. Alors, par où commencer? Par le commencement. Il y a donc un peu plus de 8 ans et demi maintenant, en mars 2014, j'ai décidé de devenir dans un premier temps végétarienne, donc d'arrêter de manger de la chair animale. Et en fait, c'était donc quand je me suis engagée avec l'association Sea Shepherd dans un premier temps, et en un jour, j'ai eu un déclic, j'ai pris une décision, c'était d'arrêter de manger de la viande. Et quand j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, j'ai instantanément inclus les poissons, les poulpes, les crustacés, tout ça. C'était une évidence, mais apparemment c'est pas une évidence pour tout le monde. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi pour moi c'est une évidence et pourquoi ça fait sens. Donc ce jour-là, bon j'en ai déjà parlé, je décide de terminer tout ce que j'ai dans mon frigo. Je me souviens, il me restait des cordons bleus, à midi je me suis fait des cordons bleus et l'après-midi je suis allée faire mes premières courses végétariennes. Et donc j'ai continué ma démarche au fil des mois, puis j'ai participé à ma première mission bénévole avec l'association Sea Shepherd. Et là, tout a confirmé que j'étais dans le juste, en tout cas que j'étais alignée avec mes convictions et mes valeurs. Pour commencer par le commencement, si vous avez ce livre-là, qui est le nouveau livre de recettes de Sea Shepherd France, auquel j'ai participé, vous avez pu lire potentiellement mon article qui est dedans, qui est mon premier souvenir, mon souvenir le plus fort de tous les souvenirs que j'ai avec Sea Shepherd depuis 8 ans, à savoir le jour où j'ai libéré un homard d'un filet fantôme. Donc pour ceux qui n'ont pas lu l'article et qui n'ont pas le livre, en fait c'était un jour où on était en Corse, au large de la Corse, on était dans une mission qui relevait des filets fantômes abandonnés ou perdus dans la mer, qui continuent à pêcher inutilement et qui piègent des milliers d'animaux tous les jours pour rien. Donc notre boulot c'était de repérer des filets fantômes et de les sortir de la mer et de libérer tous les animaux vivants ou morts et de les référencer. Le biologiste référençait les animaux décédés et voir s'il y en avait qui étaient des espèces protégées, tout ça. Et si c'était des animaux vivants, on les relâchait dans le Grand Bleu. Et ce jour-là, donc on était en fin de mission, c'était la mission Mare Nostrum, et je décide d'aller participer à une remontée de filet et de laisser mes casseroles 2 minutes. Et ce jour-là, donc j'avais mes gants, un petit sécateur ou des ciseaux, je sais plus. Et en fait, donc on remonte le filet, et là, en fait, tu remontes le filet et tu libères tous les animaux qu'il y a dans le filet, morts ou vivants. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là où on a libéré donc un homard qui était emprisonné, en fait. Ce qui est terrible avec les crustacés ou les poissons de roche, c'est qu'ils se prennent dans le filet et ils s'en mêlent parce qu'en fait ils se débattent et ils s'en mêlent et ils créent des nœuds et ils agonisent pendant des jours voire des semaines dans un nœud de nylon. Et donc notre boulot c'était de les libérer sans savoir s'ils étaient vivants ou pas, parce que quand un poisson de roche ou un crustacé dans un nœud solide de nylon, il bouge pas. Donc soit tu commences à le libérer, il commence à s'agiter et tu sais qu'il est vivant, bon ben là on met tous les moyens possibles pour le libérer au plus vite. Et puis s'il bouge pas, c'est que son petit cœur s'est arrêté. Et donc ce jour-là, dans ce filet précisément, on remonte un homard prisonnier et on était 4. On était 4, donc il y avait 8 mains. Il faut savoir qu'un crustacé, c'est très fragile, ils ont plein de petites pattes fragiles et des antennes. Il faut absolument veiller à ne pas le casser, à ne pas le blesser. Et on commence à 8 mains. Il y avait mauvaise mer, on avait bien 1 ou 2 mètres de houle, on était au large de la Corse sur un petit bateau. On avait grave la gerbe déjà, il faisait hyper chaud, c'était plein mois d'août en Méditerranée.
Et l'odeur d'un filet fantôme, c'est vraiment nauséabond. Parce qu'en fait, il y a plein de petites particules de chair qui restent dans le filet des animaux qui ont été emprisonnés, qui se sont fait manger. En fait, un filet, ça attire aussi les autres animaux parce qu'il y a des animaux piégés. Et en fait, putain, rien d'y penser, ça me fout la gerbe. Et en fait, donc dans ces filets-là, t'as les odeurs de putréfaction des animaux marins. T'imagines un peu l'odeur d'une poissonnerie, imagine l'odeur d'une poissonnerie putréfiée. Donc ça pue et grave, et donc c'était vraiment difficile. Et là on remonte le filet, on voit un gros nœud et un crustacé dedans. Au début on sait pas, est-ce que c'est une cigale de mer, est-ce que c'est une langouste, est-ce que c'est un homard, on sait pas. On n'arrive pas à le voir tellement il y avait de fils autour de lui. Et donc petit à petit, on est à 8 mains et on le libère. Et au fil de cette libération, on l'entend craquer. Parce que en fait, les crustacés font des bruits, ils craquent, ils font comme un... Je ne saurais pas le refaire, mais ils craquent. Et donc on l'entend craquer. Donc on comprend qu'il est vivant. Donc là, tout le monde s'arrête de parler. Ça faisait 3 mois qu'on était en mission ensemble et qu'on vivait tous ensemble, donc on se connaissait parfaitement. Et très naturellement, on s'est tous extrêmement concentrés sur la libération de cet animal. Et on a réussi. Donc on l'a libéré des fils, on a préservé ses pattes, ses antennes, et il était vivant. Donc on porte des gants parce que ce soit les langoustes ou les homards, ils peuvent claquer tes doigts et ça a énormément de force, donc ça peut potentiellement te blesser toi. Donc on a des gants de protection pour les mains, ce qui est vraiment pas pratique pour veiller à faire un travail de dentelle, à libérer des pattes de crustacés et de fils de nylon emmêlés. Voilà. C'est vraiment un travail très 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 délicat. Et ce jour-là, j'ai eu la chance de remettre à l'eau ce homard et de le voir claquer vers le fond et de le revoir libre et vivant. Ce jour-là a changé ma vie, ma perception du vivant et des crustacés notamment. Et je me souviens avoir dit que j'espérais qu'ils ne finissent pas dans une assiette. Et j'oublierai jamais ce moment-là, qui est un moment où le temps s'est arrêté et on était tous concentrés sur le fait de rendre sa vie à un individu, quel qu'il soit. Et ça fait partie des premières expériences qui m'ont fait traverser la compréhension de la notion de spécisme. Et au fil des ans, j'ai eu des centaines d'anecdotes comme ça que je pourrais vous raconter. Et ouais, et tu vis une expérience comme ça et après tu reviens à ton quotidien et tu vois plus les langoustes ou les homards dans les aquariums des supermarchés de la même façon, tu vois. Maintenant, à chaque fois que je vois un homard dans les aquariums des supermarchés avec les pinces attachées avec des élastiques vivants à vendre pour être ébouillanté, je le vois plus de la même façon et je me demande si c'est pas celui que j'ai libéré. Et je me souviens aussi que ce jour-là, j'étais fascinée par la créature que j'avais entre les mains et toute la différence qui nous sépare. Un crustacé, ça a quoi de commun avec nous humains et pourquoi est-ce qu'on les considère aussi mal? Et je me souviens que je regardais ses yeux et je me suis souvenue de la citation de John Lennon qui disait qu'il ne mangeait pas tout ce qui avait des yeux. Et j'ai compris que l'humain ne s'identifie qu'à ce qui lui ressemble, ce qui est selon moi la plus grande des erreurs de l'humanité. Et on hiérarchise les espèces selon notre perception et notre définition de l'intelligence. Sauf que j'ai l'impression qu'on ne se demande pas quelle intelligence compose un crustacé, un poulpe, quelles sont leurs perceptions du temps, des dimensions, quelles sont leurs capacités émotionnelles, sociales. Et de là, en fait, est née une curiosité en moi et j'ai regardé énormément de documentaires. Et au plus j'ai appris sur les animaux marins, au plus je les ai aimés. Comme on dit souvent, on aime ce qu'on connaît. Par exemple, quand j'ai découvert la complexité intellectuelle et sociale d'un poulpe, j'étais absolument fascinée par ces créatures, ou leur capacité de métamorphose, et tous les articles scientifiques qui parlent du fait qu'ils n'auraient peut-être pas la même notion du temps que nous. Avec, tu sais, toutes ces expériences qui ont été faites de prédiction de score de foot. Je sais pas si t'avais vu, mais ils demandaient à un poulpe qui c'est qui va gagner, et il disait, bah,
c'est l'Italie. Et je me souviens avoir fait ce lien quand j'avais vu le film Premier Contact de Denis Villeneuve, je sais pas si tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, regarde-le, c'est un film qui est absolument génial, et avec une bande-son qui est trop belle. Et là où il s'est gavé, Denis Villeneuve, c'est qu'en fait, les formes des aliens ne sont pas bipèdes, comme on a l'habitude de les voir, tu vois, comme des hommes avec une tête alien, mais ce sont des octopèdes, je sais pas si ça se dit, mais on dirait des grandes pieuvres comme ça. Et je me suis dit, mais putain, c'est ça quoi, on cherche la vie ailleurs dans l'univers, alors qu'il y a des vies fantastiques ici sur Terre, et on n'essaye pas de rentrer en contact avec, on n'essaye pas de communiquer avec, on n'essaye pas de comprendre leur perception, leur vision. Et j'ai commencé à être fascinée par les yeux des animaux, les pupilles. Les animaux qui ont les mêmes yeux que nous avec les mêmes pupilles rondes, les animaux qui ont des yeux différents de nous avec les pupilles parfois qui se dilatent comme les chats ou comme les chèvres et les pieuvres, tu sais, qui sont un peu en long comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils observent, qu'est-ce qu'ils savent, et qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre. Et si seulement on essayait de rentrer en communication avec eux, je suis sûre qu'on aurait tellement de réponses qu'on n'a pas sur le mystère de l'univers, sur le mystère des dimensions, du temps, de la mort peut-être. Et de là est née une fascination pour le royaume animal, qu'il soit terrestre ou marin, et une curiosité et un respect en fait de ma part envers eux. Et donc mon rapport à eux a changé forcément, je les considère aujourd'hui comme des individus à part entière et plus comme des animaux inférieurs ou des ingrédients à cuisiner. Je vous parle de ça pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai mangé des animaux marins, je suis pas née végane, ça fait que 8 ans et j'ai mangé du poulpe, j'ai pêché des poissons, j'ai mangé de la viande et du poisson et des coquillages et des crevettes toute ma jeunesse. Je suis née à Marseille, je suis née à côté de la mer et comme tous les Marseillais ou comme beaucoup de personnes qui naissent et qui grandissent au bord de la mer ou de l'océan, on mange du poisson, on mange des coquillages, on mange des crevettes, on mange tout ce qui provient de la mer quoi. Donc en fait, tout ça m'a fait changer et petit à petit, au plus je me suis investie, déjà au plus j'ai découvert les animaux marins via des documentaires et tout, au plus je les ai considérés différemment et au plus je me suis engagée avec Sea Shepherd et au plus j'ai participé à des missions, au plus je me suis rendu compte à quel point on les fait souffrir, à quel point on détruit leur habitat et à quel point c'était primordial d'arrêter de les manger et de donner de l'argent à la pêche industrielle. Et artisanale, pardon de le dire, mais c'est ce que je pense. Parce que oui, même si la pêche traditionnelle avec des petits filets ou des pêches à la ligne ont un impact vraiment moindre par rapport à la pêche industrielle comme la pêche au chalut, la pêche pélagique et tout, ça reste pour moi des mises à mort d'individus. Et j'ai vu aussi à quel point la pêche à la ligne n'est pas sélective. J'ai participé cette année, il y a quelques mois, à la mission CISO en Méditerranée avec l'association Sea Shepherd et on remontait des lignes illégales de pêche au thon. En 3 semaines, on a remonté 2 thons qui étaient l'espèce ciblée. Tout le reste, c'était des animaux sauvages, parfois protégés, parfois menacés d'extinction. Parce qu'en fait, pour pêcher le thon, en fait, ils mettent des petits calamars, sauf que il y a d'autres espèces qui sont appâtées par le calamar, notamment les petits requins, les raies et les tortues. Et le jour où j'ai vu cette tortue hameçonnée qu'on a libérée, et c'était vraiment difficile, il a fallu que je gère ma colère, il a fallu que je gère mon inquiétude. On ne savait pas depuis combien de temps elle était hameçonnée et c'était très difficile pour nous de la libérer parce qu'il y avait du courant, il y avait mauvaise mer, on était en haute mer, elle était hameçonnée et nous on ramassait la ligne à bord du bateau qui est le Sea Eagle qui est assez haut en fait à la proue et en fait elle était tirée par le bateau et le courant et on va voir, hein, il y a des photos de ce sauvetage notamment et
Et c'était hyper dur de la voir hameçonner. Tu sentais qu'à chaque fois qu'il y avait du courant qui la tirait loin du bateau, elle s'arrêtait de bouger parce qu'elle avait mal en fait. Et donc on a mis un petit bateau à l'eau pour être sur place en fait. Et en haut, les membres d'équipage, dès qu'on voyait qu'il y avait du courant, tu donnes du... Comment ça s'appelle en français? Tu donnes du mou à la ligne pour, tu vois, que ça lui tire pas. Et ça a été super compliqué pour mes amis de la libérer. Elle faisait 25 kilos, donc ils étaient attachés au bateau pour ne pas tomber à l'eau. C'était la nuit. Tu tombes à l'eau la nuit en haute mer avec 1 mètre de houle et du courant, c'est hyper dangereux. Donc le membre d'équipage le plus fort s'est chargé de sauver cette tortue, donc il était attaché au petit bateau. Il y avait un autre membre d'équipage qui le tenait par les jambes, et lui il avait la moitié de son corps dans l'eau pour essayer de choper la tortue et de la déshameçonner. Donc dans un premier temps, ils ont coupé la ligne. Ensuite, ils ont ramené la tortue de 25 kg hors de l'eau sur le petit bateau. Et de là, elle se débat et tout, elle était épuisée. Et sur les vidéos, tu le vois, en fait, des fois, elle abandonne, quoi. Elle se laisse aller au courant, elle tournait et tout. Et on se disait, il faut aller vite, vite, vite. Ça se trouve, elle est en agonie déjà. Depuis combien de temps est-ce qu'elle n'a pas mangé et finalement, du coup, tu la déshameçonnes, donc dans l'autre sens de l'hameçon, puisque tu sais, les hameçons ont des pics pour piéger l'animal. Et quand j'ai vu Nathanael, il s'appelle, c'est un Australien, donc son surnom c'est Nate. Quand j'ai vu Nate remettre la tortue à l'eau, jusqu'au lendemain en fait, et les jours d'après, on pensait à elle tous les jours, quoi, tu vois. On se disait, on est là pour faire une différence, et je pensais à elle. Je me suis dit, est-ce qu'elle est allée se reposer sur un rocher? J'espère qu'elle a trouvé des petites méduses à manger, qu'elle n'a pas confondu avec un sachet plastique. Mais en tout cas, elle était libre et vivante, et je pensais à sa cicatrice et j'avais presque mal à la joue pour elle quand j'y pensais. Donc ça aussi, ça fait partie des centaines de souvenirs dont je te parlais, qui font écho avec le fait que la pêche fait du mal. Et là, typiquement, on est sur de la pêche à la ligne, soi-disant sélective, mais pas du tout. Alors oui, il y a eu des progrès, notamment par rapport au thon, sur les boîtes de thon, parce qu'il y a eu des biologistes qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant la pêche au thon est en train de décimer les populations de dauphins. Donc il faudrait repenser à des pêches plus responsables, notamment la pêche à la ligne au thon, et ne pas envoyer des énormes filets qui font des kilomètres et qui ramassent tout le monde sur le passage, dont des bancs de dauphins qui chassent les mêmes petites espèces que les thons, et donc qui sont pris dans les filets quand on ramasse du thon. Et donc depuis ça, il y a eu des lois et tout, et maintenant tu as le logo Dolphin Safe. Je sais pas si tu as déjà vu, va voir, ils sont beaucoup en magasin bio. Fais l'expérience si tu sais pas, va en magasin bio, regarde les boîtes de thon, tu as un logo Dolphin Safe, ou Dolphin Free, ou c'est Dolphin, il y a Dolphin Safe, je crois qu'il y en a un autre, Dolphin Friendly ou un truc comme ça, avec un logo dauphin. Alors oui, la pêche à la ligne c'est Dolphin Friendly, c'est Dolphin Safe. A priori, c'est pas un énorme filet dans lequel a pu se piéger un dauphin. Par contre, c'est pas tortue safe, c'est pas requin safe, c'est pas raie safe. Donc il y a des avancées, mais il y a aussi ce que j'appelle les fausses solutions. Dire que la pêche à la ligne c'est une pêche sélective et responsable, c'est faux. C'est vous mentir, c'est pas vrai qu'une pêche à la ligne qui pêche au thon avec comme appât des calamars ne pêche que du thon. Je le sais, je l'ai vu. Et à l'appui, tu as toutes les photos et les vidéos de la mission CISO de Sea Shepherd Global en Méditerranée. C'est une mission super intéressante si ça t'intéresse. On a remonté cet été plus de 200 km de lignes illégales et plus de je sais pas combien de milliers d'hameçons. Donc déjà ça fait du bien de les voir hors de l'eau. Et la plus longue ligne qu'on a sortie, elle faisait 20 km. Pour te donner une idée, Paris du nord au sud ça fait 9 km. Donc oui, la pêche à la ligne est aussi une arme de destruction massive des océans. Donc
Je vous dis ça, c'est pas du tout pour vous faire la morale et tout, c'est pour qu'on fasse le point de... Tu vois, quand on cherche des solutions, on cherche à avoir un meilleur impact. Tu veux continuer de manger du poisson, ok, tu vas choisir du thon pêché à la ligne. Mais moi, je suis là pour te dire ce que j'ai vu et la réalité des choses qu'on ne nous montre pas à la télé. Et surtout, je suis là pour te dire qu'on te ment. Et si tu veux réduire ton impact pour l'océan, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que tout simplement d'arrêter de manger des poissons. Malheureusement, il n'y a pas 1000 solutions. Même quand on pense que parfois c'est des solutions. Moi-même, hein, tu vois, je savais pas. Je pensais que la pêche à la ligne au thon, c'est vrai, c'était plus éco et responsable. Et quand j'avais une discussion, tu vois, quelqu'un me disait ah ouais, moi j'ai arrêté d'acheter du poisson qui vient des chaluts et tout. Je prends toujours poisson pêché à la ligne. Et je me disais, et je lui répondais ah ouais, bah c'est cool, c'est mieux, c'est clair, il faut faire ça. Et parce que moi je suis comme vous, c'est-à-dire que si on me ment, j'y crois. Jusqu'à ce que je participe à des missions, que j'aille en première ligne et que je vois ce qui se passe en réalité en haute mer. Et la libération de cette tortue, c'est pas le seul moment qui m'a vraiment marqué. Il y avait aussi une bébé raie qui avait été prise sur un hameçon. C'était terrible de la voir se débattre, on l'a sauvée et elle était vivante, elle était toute petite, elle était tellement mignonne. Et c'était terrible de la voir, il a fallu la mettre sur le dos. Donc tu vois sa toute petite bouche qui a un énorme hameçon et elle saigne. Parce que les poissons saignent. Je sais pas si vous savez, je sais pas si ça va vous aider à mieux les considérer. Mais... Et puis elle était comme ça sur le pont avec ses petites ailes. Et puis elle gigotait, il fallait aller vite parce qu'elle suffoque. Et sa petite bouche avec cette énorme arme en métal, c'est une vision aussi que j'oublierai jamais. Et pareil, c'est de voir, de témoigner de la fragilité, de la vulnérabilité de cette petite raie et de son innocence. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on leur fait, quoi? C'est tellement injuste. Et tu te mets à détester les personnes qui font ça. Et je pense que c'est pas que moi, c'est pas parce que j'ai une empathie spéciale ou quoi. Je pense que, franchement, tout le monde serait sensible à ça. Enfin non, peut-être pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui pêchent et qui font de la pêche sportive et qui aiment ça en plus. Le plaisir de faire du mal. Le plaisir de tuer. Je comprendrai jamais. Ouais, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça et au fait que t'as une responsabilité quand tu achètes un poisson, que ce soit issu de la pêche industrielle ou de la pêche à la ligne, t'as participé à ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est que je veux pas participer à ça. Je veux pas leur donner d'argent. Ne pas participer à ça, c'est ne pas leur donner d'argent parce que ils pêchent pour vendre. On considère les animaux marins comme des produits à vendre. On mange l'océan. C'est tout. Donc ne pas participer à ce qui fait du mal aux animaux marins, à ce qui les fait souffrir, à ce qui détruit l'océan, c'est ne pas participer financièrement aux activités qui font du mal aux animaux marins et qui détruisent l'océan. Donc c'est boycotter la pêche industrielle, la pêche à la ligne, la pêche. Je suis désolée si mon discours vous semble un peu trop radical, mais avec tout le chemin que j'ai fait, en fait, je peux pas penser autrement. Pour moi, ça fait sens. Je peux pas penser autrement. Avec ce que j'ai vu, je peux plus entendre que c'est ok de manger du thon pêché à la ligne. Quand j'ai un ami qui a risqué sa vie de nuit pour libérer une tortue, soi-disant sur un hameçon qui était censé être issu d'une pêche sélective et locale, et dont on connaît la provenance. Je peux plus accepter ce discours. Et mes camarades ressentent la même chose. Et c'est pas... Je veux vraiment pas que ça sonne comme une propagande et tout, c'est juste que c'est mon ressenti, c'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai vécu, c'est ça que je me suis dit, c'est ça que ça m'a fait penser. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de vous dire la vérité de ce qui se passe en haute mer. Et de la vérité de ce que c'est que la pêche. Je vous assure que c'est pas beau à voir. Je vous assure que ça fait du mal à voir. Je vous assure que quand j'ai vu cette raie, ces requins, j'ai eu plein de moments qui m'ont brisé le cœur, qui m'ont comme brûlé l'âme. Et
Et j'ai eu d'autres moments qui m'ont apporté une sensation de contribuer à quelque chose de bon, de juste, et de contribuer à un changement positif dans le monde. Et je me dis que ça, cette intuition-là que j'ai, faut que je vous en fasse part aussi, parce que je crois qu'on ne le dit pas assez, et aujourd'hui je veux donner de la voix pour ceux qui n'en ont pas, comme d'habitude. Les poissons ne crient pas, les raies ne crient pas, les requins ne crient pas, mais je vous assure que les voir souffrir, ça fait réfléchir, et c'est pour ça qu'il y a un gros problème. Tu vois, par rapport aux animaux terrestres, tu vois, un cochon, quand tu l'égorges, il hurle. Mais même quand tu le manipules, il hurle. C'est des cris hyper stridents, quoi. Et même les cochons, tout le monde s'en fout. Même les cochons, on les met dans des hangars et on les exploite et on les enferme dans des cages et tout le monde mange du jambon, des lardons et du saucisson. Et la majorité des consommateurs, au moins, désintérêt absolu pour un animal comme le cochon qui hurle à la mort quand il est face à la mort. Donc des animaux qui ne crient pas, qui ne sont pas comme nous, qui ne signalent pas leur détresse, c'est encore plus difficile de les considérer comme des animaux qui souffrent. C'est pour ça qu'il y a, je pense, énormément de personnes qui pensent que les poissons ne ressentent pas la douleur, par exemple. Tu l'as déjà entendu, que les poissons ont le sang froid et ne ressentent pas la douleur, ils ont pas mal. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit toute mon enfance. Quand je pêchais et tout, déjà, j'étais là, papa, j'aime pas trop. On peut le remettre à l'eau. Alors, on le remettait à l'eau, il était mort, tu vois. Mais déjà, quand j'étais petite, je me disais que je lui faisais du mal parce que tu hameçonnes le poisson et puis en fait il fallait lui ouvrir la bouche et il faisait comme ça, tu sais, la bouche qui s'ouvre comme ça et puis il se tétanisait de douleur ou il se débattait et tout, ou alors son hameçon était pris dans son estomac et tu arraches tout et tu fais le lien, toi, même quand t'es petit, que t'es humain, que c'est des organes et tu te dis je viens de l'éventrer, quoi, je viens de lui arracher les boyaux, quoi, et je ne supportais pas quand ma mère vidait les poissons. Ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Ça m'empêchait pas de manger le poisson, mais j'observais ça, tu vois, avec mes yeux d'enfant, et je me disais qu'il y avait peut-être un problème. Après, t'es conditionné dans la société et tout, et tu manges du poisson. Mais non, vraiment, je voulais faire cette vidéo pour vous dire tout le processus, en fait, de ce produit-là que t'as dans une barquette en plastique qui est du poisson. Ou du poisson pané joli, c'est pas joli, quoi. C'est pas si facile, c'est pas si simple, c'est pas juste un filet de poisson, c'est tout un cheminement en fait pour en arriver à ce filet, à ce poisson pané. La source, la provenance de ce produit-là que tu vois, c'est quoi? Je trouve pas le mot pour réunir tout ce que c'est. C'est à la fois source de souffrance animale déjà, c'est à la fois source de destruction de la biodiversité marine, c'est à la fois source de destruction de la nature et des paysages, parce qu'il faut savoir que, tu vois, dans cette mission par exemple que j'ai fait cet été, on était en patrouille pendant 3 semaines en haute mer et sur les côtes calabraises. C'est magnifique là-bas. Et on patrouillait entre le nord de la Sicile, les îles éoliennes si tu connais, c'est magnifique. C'est des îles volcaniques, et puis jusqu'au sud de l'Italie, donc la côte calabraise qui est des côtes montagneuses, et quand tu es en haute mer, tu vois les montagnes très loin. C'était absolument sublimissime, c'était des paysages grandioses. Tous les matins au lever du soleil, parce que moi je me lève à 5h30 quand je fais le petit-déj pour l'équipage, et je voyais le soleil se lever. Et tous les levers de soleil sont différents, tous les couchers de soleil sont différents, toute la côte est sublime. Et il faut savoir que dans cette région, en 3 semaines de patrouille, on n'a vu aucun dauphin, ce qui est absolument anormal, hein. Normalement des dauphins, déjà à 1 heure de navigation au large, tu commences à en voir. Donc en 3 semaines, on n'a pas vu de dauphin. Aux îles éoliennes aussi, donc au nord de la Sicile, c'est une zone où normalement il y a des cachalots, et on n'a pas vu un seul cachalot, puisque tous les mammifères marins sont partis, parce que sous l'eau, il y a des kilomètres et des kilomètres de lignes de pêche. Donc ils partent. Donc ça aussi, c'est très difficile de constater le vide.
et des zones mortes. Et pour moi, les animaux marins font partie du paysage marin. Parmi mes moments préférés que j'ai passés en mer, c'est les jours où tu vois une baleine, les jours où tu vois des dauphins. Le matin, tu te réveilles avec ton café, tu vois les dauphins qui jouent avec le bateau. Au loin, t'as soit l'horizon, soit les montagnes de la côte. Et ça fait partie du paysage sublime que la planète Terre nous offre. Et moi, j'ai un amour incommensurable pour la nature et la beauté des paysages et la beauté de la nature. Et de voir que sur ce paysage-là, il manque quelque chose, ça a été très douloureux pour moi. Très triste. Très triste. Voire désespérant. Très inquiétant. Et pas normal. Donc j'étais évidemment très heureuse d'être sur ce bateau. Je me suis dit que j'étais là où je devais être. Et j'étais tellement fière de faire partie de l'équipage qui participe à nettoyer cette zone-là pour le retour de la vie, notamment. Et c'est ouf de témoigner ça. Je me souviens, un jour j'avais une pause, j'étais sur le pont, je regardais l'horizon, il n'y avait rien. On était en train de remonter une ligne, donc forcément il y avait rien, quoi. Et je regardais l'horizon et je me disais c'est ouf. Là aujourd'hui je regarde l'horizon et je suis face à la mort en fait, à la mort de la mer auprès de laquelle je suis née, que j'ai grandi et que j'aime par-dessus tout. Alors que la mer, l'océan est source même de la vie sur Terre. Et on en a fait un cimetière, on en a fait un piège géant, on en a fait une déchetterie, on en a fait un garde-manger. Et ouais, c'est assez désolant. Et je veux pas participer à tout ça. Ah merde, j'ai plus de place sur ma carte mémoire et j'ai plus de batterie. Ça veut dire que je parle beaucoup trop. Oh, enfin, cette vidéo va être si longue. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai choisi mon camp en fait. Et au plus je suis dans le camp de ceux qui défendent et qui protègent, au plus je suis contre ceux qui tuent et ceux qui exploitent. Je vais changer ma batterie. Je continue. Je vais voir mes notes aussi, comme ça je vais écourter mon discours. J'ai tellement de choses à vous dire, ça me tient tellement à cœur si vous saviez. Je fais un peu de basse, je suis pas comme ça depuis tout à l'heure. Oui, alors arrêtez de manger du poisson. La meuf est trop mal cadrée. Bon, je vais me tenir droite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lire mes notes en fait. Qu'est-ce que j'ai noté? Protection animale. Oui, bon, ça, c'est bon, j'en ai parlé. Capture accidentelle. Pourquoi j'ai arrêté de manger des crevettes? Alors, les prises accidentelles, aussi appelées prises accessoires, appelées bycatch en anglais, c'est tout ce qui est pêché dans les filets qui n'est pas l'espèce recherchée à pêcher. Pour vous donner des chiffres qui sont hallucinants, hein, je vais vous mettre, il y a une vidéo de Sea Shepherd qui est sortie sur l'Instagram de Sea Shepherd, je vais vous mettre le lien dans le descriptif. La pêche à la crevette, il faut savoir que quand un filet de pêche à la crevette est mis à l'eau, quand il est remonté, 0,2% de la prise du filet, ce sont des crevettes, et 99,8% ce sont des prises accessoires. Donc, dans un filet de pêche à la crevette, en gros, il y a quasiment 100% d'animaux qui sont capturés, qui sont morts, qui sont rejetés à la mer, pêchés pour rien. Morts parce que quand tu remontes un filet avec la pression de l'eau et de la remontée, ça écrase les individus et donc ils meurent. Ils meurent par asphyxie les uns avec les autres, ou ils meurent parce qu'ils sont compressés, ils ont les yeux qui sortent des orbites et parfois également leurs organes qui sortent de leur anus. C'est hyper trash. Donc quand tu consommes une crevette, tu participes à la mort de milliers d'autres espèces. Et voir une remontée de filet, c'est hyper violent aussi. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile à voir d'ailleurs, parce que tu vois avec l'émission de Sea Shepherd, ce qu'on fait, c'est donc
lutter contre le braconnage et donc relever les immatriculations des bateaux qui pêchent. Donc si un bateau a une immatriculation qui est réglementaire, il a le droit de pêcher. Si son immatriculation n'est pas réglementaire, il n'a pas le droit de pêcher. À ce moment-là, on a le droit de l'arrêter et il est mis hors d'état de nuire. Donc, cool, sauf que pour relever les immatriculations des bateaux, il faut aller sur les zones de pêche industrielle pour relever les immatriculations des bateaux. Et je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à vivre, c'est justement d'aller sur les zones de pêche industrielle et de relever les immatriculations des bateaux et qu'ils soient tous en pleine légalité et qui remontent des tonnes et des tonnes et des tonnes de poissons et d'animaux marins tous les jours. Et de ne rien pouvoir faire contre ça et de voir que c'est légal et que c'est un carnage légal. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire à voir. De te dire mais c'est trop quoi, c'est trop. Et ça t'as pas forcément besoin d'aller en mer pour le voir. Va voir dans les supermarchés les rayons des poissons, tous les rayons des produits de la mer, des produits de la mer. Tu vois, même moi j'ai ce mot là qui est tellement ancré, c'est pas des produits quoi, putain. Et t'as des rayons dans tous les supermarchés, mais même les magasins bio et tout, t'as des rayons avec des sardines, du hareng, du crabe, du thon, du cabillaud, bisque de homard, des coquillages, des crevettes, des Saint-Jacques. Il y a des conserves, des plats préparés, des produits surgelés, des produits frais, des tartinables. Et cette outrance-là, on n'a qu'à aller dans un supermarché pour la voir et te dire que c'est comme ça partout. En France, mais à l'international. Et là, tu commences à mesurer ce que c'est que la pêche industrielle. Et ouais, d'être à 100 mètres d'un énorme bateau de pêche, parce que c'est des gros bâtiments, quoi, qui remontent un filet avec 3 tonnes de poissons dedans, en toute légalité, c'est très dur à gérer, sans s'énerver, sans avoir un sentiment de rage et d'envie que ça s'arrête, quoi. Et tu te dis stop, mais ils vont aller jusqu'où? En fait, ils vont aller jusqu'au moment où il n'y en aura plus, parce qu'en plus, ce sont des ressources qui ne sont pas renouvelables. Quand il n'y aura plus de poissons, quand ils auront pêché tous les poissons, il n'y aura plus de poissons, les gars. Ils vont aller jusqu'où? Ils sont en train de vider les océans. 60% de la vie marine a disparu en 50 ans. Il n'y a plus de poissons. Donc ces chiffres-là sont hallucinants, mais c'est la réalité. Et en plus, ces ressources-là ne sont pas partagées de façon juste. C'est-à-dire que le partage des ressources de la pêche, elle est principalement pour les pays dits développés. Nous, l'Europe, l'Amérique du Nord, la Chine. Partout dans le monde, dans la plupart des zones internationales, voire parfois territoriales, les pays riches pillent les ressources des pays les plus pauvres pour les partager aux pays les plus riches. Là aussi, il y a un problème, non? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui dépendent de cette pêche pour vivre, en fait, au niveau économique et pour manger. Je dis pas, tu vois, il y a des gens qui vivent sur des îles, ils n'ont pas moyen d'élever du bétail. Je suis pour l'alimentation végétale et je pense que l'alimentation végétale est une solution. On n'a pas besoin de manger du poisson, mais on va pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a des personnes qui vivent de la pêche et qui sont dans des situations économiques ou de confort, de vie bien inférieur à celui des Européens et de ceux qui habitent en Amérique du Nord ou ceux qui habitent en Chine, et on leur vole tout. Et rien que ça, en fait, ça me révolte, tu vois. Si ça t'intéresse, tu peux voir l'émission de Sea Shepherd qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Et tout ça crée de la piraterie en plus, tu vois. Parce que, par exemple, ce qui s'est passé en Afrique de l'Est il y a quelques décennies, c'est que justement les pays riches pillent les ressources de l'Afrique de l'Est en mer, et donc appauvrissent les populations qui dépendent de cette économie-là. Et donc ça a créé de la piraterie, c'est-à-dire que les mecs maintenant naviguent, cherchent des bateaux et abordent ton bateau et volent tout ce qu'il y a de valeur en fait. Et c'est la nouvelle piraterie moderne, et c'est ce qui est en train de se passer aussi en Afrique de l'Ouest, parce que les pays riches pillent les ressources de ces pays-là.
Et du coup, les mecs, ben, ils ont plus rien pour vivre, donc dès qu'il y a un bateau, que ce soit un bateau de plaisance ou un bateau, je sais pas, commercial ou quoi, les mecs, ils arrivent avec des guns et ils viennent sur ton bateau et ils prennent tout ce qui a de la valeur. Donc ça aussi, je sais pas si t'étais au courant de ça. Et il y a des images incroyables de ces missions-là en Afrique et de cette pêche intensive avec des filets qui font des mètres de long et qui capturent des baleines notamment. Il y a une image qui m'avait vachement marquée de 2 baleines piégées dans un filet au thon albacore. C'est la mission albacore de Sea Shepherd. Le thon albacore, c'est le thon qu'on mange dans les restaurants de sushi. Voilà. Restaurants de sushi qu'on voit de partout. Et la demande est toujours de plus en plus croissante, quoi. Et à chaque fois que je vois, je sais pas, sur les réseaux sociaux, tu vois, j'ai des amis qui postent des photos soirée sushi. Et moi, bah, maintenant, quand je vois une photo soirée sushi pyjama, je vois l'injustice du partage des ressources, je revois ces 2 baleines piégées dans un filet, je vois les pays riches qui pillent les pays pauvres, je revois tous les témoignages que j'ai vus des petits pêcheurs traditionnels sénégalais qui disent qu'ils ont plus de prise de poisson dans leur filet traditionnel et qui arrivent même plus à nourrir leur famille en fait. Je vois mes amis de Sea Shepherd qui sont obligés d'installer des doubles fils barbelés autour du bateau lorsqu'ils croisent certaines zones en Afrique de l'Ouest pour éviter d'être abordés par des pirates. C'est un truc de ouf. Tout ça pour des sushis quoi. Et ça m'énerve, ouais. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, par rapport à la pêche à la crevette, bon, j'avais fait une vidéo sur la thématique de la crevette. Si tu l'as pas vue, va la voir. Elle est sur ma chaîne YouTube, je te mettrai le lien dans le descriptif ou à la fin, je sais pas. Il y a aussi beaucoup de cas d'esclavagisme sur les bateaux de pêche à la crevette, notamment en Asie, d'exploitation de l'homme par l'homme. Les mecs sont dans des conditions de travail abominables. Donc ça aussi, ça a tendance à m'énerver. Et à eux non plus, j'ai pas envie de leur donner de l'argent. Qu'est-ce que j'ai noté? Destruction des sols marins par le chalutage. Ouais bon, ça c'est bon, tout le monde est au courant. Le nombre de techniques de pêche destructive, pêche au chalut, pêche à la senne, pêche pélagique, pêche à la ligne, harpon, piège, épuisette, cueillette. Ouais, ça fait beaucoup. Pas de répit pour les animaux marins quoi. Quel enfer les pauvres. On est partout franchement. Interdépendance des espèces. Ouais, en fait, il faut savoir que, tu vois, même si tu penses que tu vas consommer, je sais pas, une crevette, en fait, il y aura forcément un impact sur une autre espèce que tu aimes. Alors, je vais m'expliquer. Et vraiment, n'y voyez pas un jugement ou quoi. Hein. C'est que, en fait, on est dans une société spéciste. C'est-à-dire que nos mentalités ont été conditionnées par le spécisme. Le spécisme, c'est systémique. C'est comme le sexisme, c'est comme le racisme. C'est des idéaux qu'on doit déconstruire au fil du temps. Et le spécisme, c'est la hiérarchisation des espèces selon leur espèce. En gros, c'est-à-dire qu'on va aimer les chiens, on va pas les manger. Et par contre, on mange et on maltraite les cochons et on considère les crevettes comme rien. Et les premières victimes de ce spécisme-là systémique, ce sont certaines espèces marines. Pas les baleines, pas les dauphins, pas les tortues, pas les hippocampes. Tout le monde aime les hippocampes. Moi la première, c'est trop mignon. Tout le monde aime les poissons clowns. Par contre les thons, les sardines, les harengs, il n'y a plus personne. Donc ça c'est le spécisme. C'est-à-dire faire une différence, voilà, hiérarchiser. Il y a des espèces qui sont importantes et d'autres pas. Où l'homme se permet de le dominer, le faire souffrir, l'exploiter et le manger, quoi. Et en fait, si tu veux, il y a des espèces qui sont mal considérées, dues à ce conditionnement qu'on a eu de ce spécisme systémique, depuis qu'on est né, moi la première. Hein. Et en fait, consommer ou détruire ou mettre en danger cette espèce va mettre en danger une autre espèce que peut-être tu aimes de tout ton cœur. Par exemple, le thon. La pêche au thon, qui est la pêche la plus intensive à l'international parce que le thon est le poisson le plus consommé au monde, le thon est responsable du déclin
de la population des dauphins. Et du coup, c'est un peu une technique militante, on va dire, c'est qu'en fait, on va mettre la lumière sur le fait que les dauphins meurent à cause de la pêche au thon. Et comme ça, les gens vont réagir. Ah mon Dieu, c'est terrible, des dauphins meurent. Oui, mais c'est terrible, il y a des thons qui meurent aussi, en fait. Mais voilà. Donc, il faut jouer des codes, il faut comprendre, en fait, le système dans lequel on est né et dans lequel on vit. Et c'est pareil pour les crevettes, c'est pareil pour les calamars. Si on met en danger les calamars, parce qu'on les mange trop, parce qu'on les pêche trop, on va mettre en danger les populations de tortues, qui dépendent des calamars pour vivre, puisqu'elles les mangent. Et il y a plein d'exemples comme ça, voilà, d'interdépendance des espèces. Le saumon, typiquement, ce qui se passe en Colombie-Britannique, j'en ai beaucoup parlé, la disparition du saumon en Colombie-Britannique, due à sa surconsommation et due à d'autres choses, provoque le déclin des populations d'orques sauvages en Colombie-Britannique. Il ne reste que 74 orques sauvages en Colombie-Britannique. C'est très peu et les orques de Colombie-Britannique sont à un degré de menace d'extinction extrêmement élevé parce que le saumon disparaît. Et les orques, typiquement, ça fait partie des animaux marins qui sont adorés par les humains. Pardon. Et on est tous très inquiets de la disparition des orques en Colombie-Britannique. Et quand on explique que c'est parce qu'en fait, il faudrait protéger le saumon. Et en fait, le saumon, dans la tête des gens, c'est des sushis, c'est un plat, c'est un pavé, c'est un pokéball healthy. Et donc, il y a toute une rééducation à faire pour que le saumon, dans la tête des gens, ne soit pas un ingrédient à mettre dans l'assiette, mais un maillon essentiel dans la chaîne de la survie du vivant et de la biodiversité. Parce que les orques sont menacés d'extinction, mais il y a d'autres espèces aussi qui dépendent du saumon pour vivre, comme les loups, comme les ours, comme les aigles, et considérer le saumon comme inclus dans le cycle de la nature, pour la préservation de la vie sauvage. C'est clair ce que je dis ou pas? Je m'en mêle des fois. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment déconstruire en fait ce spécisme systémique qui considère certains individus comme des ingrédients dans l'assiette, autrement, en faisant partie de l'écosystème planétaire, en faisant partie du fait que si aujourd'hui on respire et qu'on vit dans un environnement propice au vivant, à nous, au fait qu'on respire, au fait que l'humanité ait vu le jour sur la planète Terre, c'est parce que chaque individu a son rôle à jouer dans cette biodiversité, dans cet écosystème. On a l'exemple des abeilles, la disparition des abeilles, ce sera la disparition de la pollinisation, ce sera la disparition potentiellement des humains. Et à partir de là, comprendre qu'il faut absolument préserver l'équilibre de cet écosystème pour sauvegarder le vivant sur Terre. Surtout dans les océans, qui produisent plus de 70% de l'oxygène sur la planète. Ce qui n'est pas rien, ce qui est quelque chose dont on dépend un peu, nous, humains. Donc en fait, protéger les animaux marins, c'est protéger l'humanité. Est-ce que la planète ne se porterait pas mieux sans cette espèce invasive que nous sommes, nous, humains? C'est un autre débat. Mais oui, moi je veux protéger l'humanité parce que même s'il y a des hommes monstrueux, il y a aussi des hommes merveilleux. Et que tu veuilles protéger les hommes ou non, dans ce déclin, dans cette sixième grande extinction, parce qu'on détruit le vivant, c'est pas que les hommes qui vont disparaître, c'est plein d'autres espèces. Et juste par respect pour les autres espèces qui n'ont rien demandé, préservons l'écosystème s'il vous plaît, quoi. En fait, on entraîne d'autres espèces qui n'ont rien demandé. Et protéger le vivant, c'est protéger les autres, qui ne sont pas responsables en fait de cette extinction de masse. Et il y a d'autres espèces qui dépendent de l'oxygène pour vivre sur Terre. Et quand je vois les perroquets tropicaux voler dans la jungle en Amazonie, je veux qu'ils vivent sur Terre. Et eux dépendent de l'oxygène. Donc oui, quelque part, ne pas manger de crevettes et ne pas participer à la destruction des océans, c'est aussi protéger
les grands perroquets d'Amazonie, c'est aussi protéger les panthères noires, c'est aussi protéger les ours polaires, tous les oiseaux, les tortues, les chiens, les chats, les renards, les biches, les hérissons. C'est tellement mignon les hérissons. Je veux pas qu'ils disparaissent les hérissons. Les pandas, les tigres, les lions, les girafes, les éléphants, les pangolins, les chauves-souris, les aigles, les loups, les lézards, les crocodiles, tous les reptiles, les serpents, les petits lapins, les cochons d'Inde, les hamsters, les chouettes, les hiboux, les faucons, les petits oiseaux, les papillons, les sangliers, les vaches, les cochons, les ânes, les chevaux, les gazelles, les grenouilles, les léopards, les guépards, les lynx, les pumas, les toucans, les albatros, les phoques, les otaries, les pingouins, tous les animaux marins. J'adore tous les oiseaux marins. Je vais m'arrêter, je parle comme une enfant de 5 ans. Ça va pas du tout. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai noté, il faut savoir que la première menace sur les populations d'oiseaux marins, c'est la pêche. Encore une fois, voilà. Cette année, les scientifiques ont sorti des études, 49% des populations d'oiseaux marins ont décliné. 436 espèces d'oiseaux marins sont menacées d'extinction, soit 30% de la population mondiale. C'est énorme. Ils sont menacés par la pêche, pourquoi? Pour deux choses. Déjà parce qu'en fait ils mangent du poisson, donc s'il n'y a plus de poisson dans l'eau, eux ils peuvent plus manger. Donc ils se nourrissent avec ce qu'ils trouvent, notamment du plastique. Il y a beaucoup de morts de nouveau-nés, d'albatros notamment, qui s'étouffent avec le plastique que leur donnent à manger les adultes. Mais aussi en fait il y a des oiseaux marins pêcheurs qui se prennent dans les filets de pêche. Parce qu'il y a des oiseaux marins qui plongent, qui pêchent, qui chopent les poissons à la surface. Parce que tu vois, ce qui se passe par exemple, quand tu as un banc de poissons à la surface, les petits poissons par exemple, sardines, harengs, anchois et tout ça, même le thon, hein. Tu as en fait le banc de poissons entre la surface et mi-hauteur. En dessous, en général, tu as les grands prédateurs, donc dauphins, espadons, requins, ou thons, parce que si c'est des plus petits poissons. Et au-dessus de la surface, t'as les oiseaux marins qui viennent pêcher. Donc en fait, il y en a qui plongent et qui se font prendre dans les filets. Par exemple, je pense aux cormorans. Moi, je me souviens d'un filet qu'on avait ramassé. Il y avait un cadavre de cormoran dans le filet. Ça puait la mort. Et il avait été là pendant des semaines, je pense, parce que son corps était déjà bien en décomposition. Et il était tout emmêlé dans le filet. Donc ça aussi, moi j'ai une grande passion pour les oiseaux, notamment les oiseaux marins, et de savoir que la première menace sur les populations d'oiseaux marins, c'est la pêche, bah c'est une raison de plus pour ne pas cautionner la pêche, tout simplement. Qu'est-ce que je disais d'autre? Des intérêts des politiques. On en parle ou pas? Oui, on mange l'océan, et je pense qu'on a une grande responsabilité individuelle en tant que consommateur, et qu'on peut avoir un énorme impact en changeant d'alimentation et en arrêtant de manger les poissons et les animaux marins. Mais il y a aussi grosse problématique politique. En fait, c'est le reflet des mentalités majoritaires, quoi. Les politiques s'en battent les couilles complètement, c'est un truc de ouf. Donc non seulement il y a un désintérêt des politiques, mais en plus il y a énormément de corruption des politiques et des autorisations de pêche dans les zones territoriales. Enfin, de toute façon, la plupart des problématiques qu'il y a sur l'océan par rapport à la pêche et le respect des lois qui protègent les animaux marins et tout, c'est très souvent des problèmes économiques, politiques, d'intérêt budgétaire et tout, hein. En même temps, les mecs sont complètement en dehors des réalités, ils sont à Paris avec leur cravate, derrière leur bureau. Viens en mer, viens voir ce qui se passe. C'est un truc de ouf. Santé. Ah ouais, c'est hyper important. Je vais terminer par deux trucs. En fait, la santé, j'ai arrêté de manger du poisson et des crustacés, notamment des crevettes aussi, parce que on pense que les poissons sont bons pour la santé. Manger du poisson, c'est bon pour la santé. C'est plein d'oméga 3, c'est de la protéine, c'est une viande maigre pour faire du régime.
Il faut savoir que manger du poisson et des crustacés, il fut un temps, c'est vrai, c'était bon pour la santé. Ce sont des bonnes protéines, ce sont des chairs maigres et tout. Aujourd'hui, il faut savoir que dans 100% des animaux qui proviennent de la mer, leur chair contient du microplastique. Parce que l'océan est extrêmement pollué par le plastique, mais aussi par des microparticules de plastique qu'ingèrent les poissons et les crevettes notamment, qui sont les petites nettoyeuses de l'océan. Donc aujourd'hui, quand tu manges du poisson et des crustacés, tu manges du plastique. Voilà. Il faut vraiment qu'on sorte de cette idée du poisson santé. Je vois, il y a des restos qui ouvrent, tu vois, qui se disent un peu healthy, option vegan, option végétarienne, et ils font des pokéballs santé avec du poulet ou du saumon. Mais n'importe quoi. Le saumon, c'est plein de merde, il faut surtout pas manger ça. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, allez voir les documentaires. Va voir le documentaire de Hugo Clément, sur le front, sur le saumon. Donc moi je tique à chaque fois que je vois Pokéball Healthy saumon. Poké rien du tout, mec. Poké poison, mec. Donc si tu manges du poisson pour ta santé, ne fais pas ça. Fais autre chose. Mange des plantes, je t'assure. Apprends à manger des plantes. Va voir la vidéo que j'ai faite pour remplacer l'oméga 3 de façon végétale. Tu te porteras bien mieux. Outrance dans les supermarchés, je l'ai dit. Constat de l'évolution depuis que je suis enfant. Oui, c'est sûr que la mer Méditerranée n'était pas la même il y a 25 ans. Et que depuis que je suis petite, je vois comme les fonds marins changent. Et comme la mer Méditerranée est en grand danger. Plastique, 40% provient du matériel de pêche. Je sais pas si tu savais. Encore une raison pour ne pas cautionner la pêche. Documentaire à voir absolument, Blue Planet 2, Seaspiracy, Eating to Extinction. Eating to Extinction, il y a la version française sur YouTube avec la voix d'Hugo Clément. En français, je crois que c'est... Attends, je regarde. Manger nous mènera à l'extinction. Documentaire officiel, Eating Our Way to Extinction. Sur YouTube, c'est gratuit. J'ai noté agir est la réponse à une souffrance. Quel impact je peux avoir? Je ne veux pas y participer. Oui, ben je crois que j'en ai parlé un peu dans la vidéo. C'est que, en fait, je supporte plus l'idée qu'on fasse du mal aux animaux marins. Et ça me fait énormément souffrir. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, chez moi, toute seule, en tant qu'individu, pour ne pas participer à ça. Et je pense que la première des solutions, c'est de changer son alimentation. Et ça commence par l'assiette. Ensuite, tu peux participer à des nettoyages de plage, à des missions d'action directe pour la protection des océans. Mais vraiment, au fil des ans, j'ai compris que la première chose à faire, c'est changer son mode d'alimentation. C'est le plus grand pouvoir qu'on a en tant que consommateur pour la préservation des océans. J'en suis persuadée. Laisser les océans tranquilles. Trop d'impact de l'activité humaine et du réchauffement climatique. Exemple, crabe en mer de Bering. Ouais, je vais terminer là-dessus. Quand je dis que je mange pas du poisson, des crustacés et tout, on me dit souvent mais les huîtres, ça va, c'est vegan? Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps, à savoir mais les huîtres, du coup, tu les manges ou pas? Et les moules? Et les coquillages? Alors, moi je les mange pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Comme on disait déjà, bon, chaque espèce a son rôle à jouer dans l'océan. Par exemple, les huîtres, ce sont les filtres de l'eau. Donc c'est hyper important de les laisser dans l'eau. Et faire de la culture intensive d'huîtres, ça dérègle en fait tout l'équilibre de la biodiversité de l'eau. Va voir à Cancale en Bretagne. T'as de la baignade interdite et tout, c'est n'importe quoi. Ils ont ravagé la côte. Donc les huîtres, elles sont bien dans l'eau toutes seules. Et elles sont hyper importantes. Elles n'ont pas Dieu. Je sais pas si elles ressentent la douleur. Je me souviens quand j'étais petite, à Noël, je regardais comme ça, il y avait les huîtres sur le plateau d'huîtres, et avec une petite fourchette, je titillais le mollusque et il réagissait. Ou quand je mettais du citron, il réagissait. Et déjà, du coup, j'avais un peu une conscience de cette chose étrange qui réagit quand même, tu vois. Et ensuite, du coup,
bah, je les mangeais ou je voyais les autres les manger et puis j'imaginais que c'était en train de bouger dans mon ventre quoi. Et ensuite avec le temps après je me suis dit qu'il était en train d'agoniser dans mon acide gastrique. C'était hyper vénère. Et je me suis dit admettons il ressent la douleur, ce truc là c'est un peu trash aussi quoi. Comme les escargots, tu vois, les escargots ils ont des yeux, des petits yeux. Les escargots c'est horrible ce qu'on leur fait vivre. Je sais pas si tu sais, mais les escargots, ils agonisent 20 jours dans du sel avant d'être tués pour être cuisinés. Oh là là, c'est ouf le nombre de trucs horribles que font subir les humains aux autres espèces. Je disais quoi? Les huîtres. Donc je sais pas, je suis pas scientifique et puis j'ai pas parlé avec une huître, je sais pas si elle ressent la douleur ou pas. Mais en fait, il faut comprendre que la problématique de la protection de l'océan est tellement complexe et l'océan est tellement mis en danger par différents facteurs, que ce soit l'activité humaine, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit l'acidification, l'acidification, ça se dit l'acidification, putain ça fait 2 heures que je parle, ça y est je sais plus ce que je dis. Tu sais quand tu répètes un mot et que tu perds le sens de ce mot? Le trafic maritime, que ce soit de plaisance ou de commerce, la pollution sonore de ce trafic maritime, du commerce et de la plaisance, la pollution plastique, la pollution chimique. L'océan est menacé par tellement de choses que au bout d'un moment en fait tu comprends que il y a tellement de choses qui vont pas qu'il faut laisser l'océan tranquille. Moi en tant qu'humain, faut plus que j'y touche quoi. Quand tu lis les rapports scientifiques des 50 dernières années, c'est accablant. Et c'est de pire en pire. Il y a un déni majoritaire des rapports scientifiques, c'est un truc de dingue, mais c'est comme d'habitude quoi, tu vois. Don't look up, ben voilà, c'est ça. Regardez ce que disent les scientifiques sur la biodiversité marine. Regardez les rapports. Cette année, c'est ce que j'ai noté, c'est une grande première. Il n'y a jamais eu de mesures prises comme celle-là auparavant. Les États-Unis ont décidé de suspendre la saison de la pêche aux crabes en mer de Bering parce que les crabes ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Les biologistes qui étudient ce phénomène l'expliquent potentiellement pour 3 raisons. La première, ce serait la surpêche et le déclin des populations. La deuxième, ce serait potentiellement une maladie qui a été créée avec le réchauffement des eaux dû au réchauffement climatique, dû à la fonte des glaces de l'Alaska. Donc les eaux se réchauffent, donc les crabes sont partis en fait, ailleurs, on ne sait pas où, on ne les trouve pas, potentiellement plus dans le fond, potentiellement dans une autre région. On parle de 1 milliard de crabes qui ont disparu. Il y a un article, il faudrait que je te le trouve, si je le retrouve, je te le mets dans le descriptif si ça t'intéresse. Et c'est hyper intéressant de voir ce genre d'actualité parce que tu te dis, bon déjà on commence à voir l'impact du réchauffement climatique sur les hommes, notamment sur l'activité professionnelle des pêcheurs au crabe, c'est-à-dire que cette saison, les pêcheurs au crabe n'ont pas de travail, donc les États-Unis ont débloqué une aide à ces travailleurs, qui est l'équivalent d'une aide qu'ils fournissent d'habitude lors de catastrophes naturelles, genre des inondations, des ouragans. Donc ils ont débloqué une aide nationale pour les pêcheurs au crabe, parce qu'ils n'auront pas de travail cette année. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de voir que, tu vois, les politiques réagissent à chaque fois qu'on est au bord du gouffre. Genre, à chaque fois qu'on est au bord de l'extinction. Genre là, il n'y a plus de crabes en mer de Bering. On ne sait pas où ils sont. Les biologistes disent que peut-être ils sont partis dans une autre région parce que l'eau s'est réchauffée, mais peut-être qu'ils sont tous tombés malades parce que l'eau s'est réchauffée, parce que les glaces fondent, et il n'y en a plus. C'est-à-dire que les crabes ont disparu. Il n'y a plus de crabes à pêcher et il n'y a plus de crabes à manger. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et d'une année à l'autre, tout peut changer. C'est-à-dire que tu vois, putain, on me dit aussi super souvent, oui mais ça va, le cabillaud ou le thon, les sardines sont pas en voie de disparition. Mais t'en sais rien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a tellement de menaces qui pèsent sur l'océan qu'il faut bien comprendre que toutes les espèces sont menacées. Et d'une année à l'autre, tout peut changer. Parce que tu ne sais pas tous les problèmes qu'il y a dans l'océan. Et une épidémie peut naître du jour au lendemain dans l'océan, due à l'acidité ou au réchauffement des eaux et des courants. Et c'est une biodiversité tellement fragile
qu'on est vraiment sur le fil, quoi. Et je trouve que cet exemple est hyper pertinent par rapport à toute cette thématique-là, en fait, de l'exploitation du vivant de l'océan. Et aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, ils viennent de suspendre la pêche au crabe. Et dans l'article, ça m'avait fait un peu rire parce qu'il parlait du fait que c'était une déception pour les restaurateurs ou les amateurs de crabe ou je sais pas quoi, mais... Oh my god! Mais réfléchis, putain, qu'est-ce qu'on s'en fout de manger du crabe? Il y en a plus, mec, il y a l'Alaska qui fond en fait. Qu'est-ce que tu comprends pas? T'as vraiment besoin de manger ton crabe? T'as pas besoin de manger ton crabe. Oh, les gens sont cons, je te jure, putain. Je vais m'arrêter de tourner là parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à faire part de votre point de vue en commentaire. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté de manger du poisson, des crustacés, des coquillages, des mollusques? Et est-ce que vous avez des recettes? Partagez votre parcours, partagez des bons souvenirs que vous avez si vous avez fait de l'activisme vous aussi ou des actions bénévoles pour la protection de l'océan. Voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience. Je vous fais un énorme bisou, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris certaines choses. Je vous mets dans le descriptif donc des articles qui sont en rapport avec tout ce dont je viens de parler. Ça vous donnera des sources, ça vous cultivera, voilà, et puis ça vous donnera des bons arguments pour répondre aux questions qu'on nous pose. Et c'est ok qu'on nous les pose, encore une fois, le spécisme c'est systémique, c'est pas de leur faute. Moi j'ai pensé pendant 25 ans que les poissons ne ressentaient pas la douleur. J'ai fait mon chemin parce que j'ai appris, parce que j'ai vu des choses, parce qu'on m'a appris des choses, parce que j'ai lu des articles, parce que j'ai vu des documentaires. Donc n'hésitez pas à informer votre entourage aussi, à ne pas vous braquer quand on vous pose cette question. Je sais que c'est très énervant, mais vraiment en fait c'est une question qu'on se pose. Pourquoi tu manges pas du poisson? Enfin je veux dire, si dans la tête de quelqu'un le poisson ne ressent pas la douleur et n'est pas un animal, il n'y a pas de problème à le manger. Mais il faut vraiment expliquer que non, les poissons ne sont pas des plantes et qu'ils font partie du royaume animal et qu'ils saignent et qu'ils souffrent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour vraiment de façon globale. J'aimerais discuter avec vous pendant des heures. J'ai tellement de choses à vous raconter, j'ai tellement d'histoires à vous raconter. J'espère en tout cas avoir réussi à vous transmettre ma passion pour l'océan et la protection de ses habitants. Et comme je le dis souvent, protéger l'océan, c'est avant tout protéger ses habitants. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir entendu. Et merci de continuer à informer votre entourage. Et merci de continuer à contribuer au changement. Merci pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.